Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamil a parrainé la cérémonie de remise de diplôme du baccalauréat pour cette année 2019. Et les Européens appellent à une reprise du dialogue concernant le nucléaire iranien. Bonjour à tous et nous débutons cette édition avec ce communiqué qui dit, je cite, donc Djibouti condamne avec force l'attentat criminel perpétré vendredi dernier dans la ville somalienne de Kismayo à l'origine d'une trentaine de décès et d'un autre bilan évalué à plusieurs dizaines de blessés. La République de Djibouti dénonce ce nouvel acte de violence extrême dirigé contre d'innocents civils et d'avis qu'il ne soit pas de nature à remettre en cause le processus de stabilisation et de rétablissement de sécurité largement entériné en Somalie sous la houlette du gouvernement légal et de la communauté internationale. Le gouvernement djiboutien réitère son soutien plein et entier à la nation somalienne dans sa quête légitime à s'extraire du joug et du diktat des groupuscules extrémistes. Il demande que ses condoléances attristées et ce vœu de prompt rétablissement soient respectivement étendus aux familles des victimes et aux blessés de l'attentat de Kismayo. Djibouti met par ailleurs à profit ce communiqué pour exhorter la communauté internationale à accentuer son engagement et soutien en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité en Somalie, préalable indispensable au retour de toute viabilité pérenne dans ce pays. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui la cérémonie de remise du baccalauréat session 2019. Les membres du gouvernement, des personnalités civiles et militaires, des diplomates étrangers ainsi que des représentants d'organisations internationales ont pris part à l'événement. Les principaux concernés, c'est-à-dire les centaines de bacheliers reçus avec les meilleures mentions dans leurs filières et séries respectives, ont apporté de la joie et beaucoup d'enthousiasme à leur fête. Ils étaient tous parés de leur meilleur atour et arboraient des airs de joie et de consécration. L'ambiance festive a été marquée par des courts-métrages, des témoignages, des hommages et une belle animation musicale qui a mis en effervescence toute la salle des fêtes. L'occasion pour le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud de partager sa grande satisfaction et son incommensurable plaisir dans un moment de bonheur et de congratulation où les efforts des lauréats du bac sont récompensés et leurs mérites honorés. Le ministre a tenu à saluer le succès de la présente session avec un taux de réussite de 53% qui est très satisfaisant. Le ministre a exprimé son souhait de voir dans les 5 ans à venir un taux de réussite de 100% et surtout de voir des élèves bacheliers beaucoup plus performants. Il a aussi rendu hommage aux enseignants, mais aussi aux parents et aux chefs d'établissement qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour le succès de leurs élèves. En marge de la cérémonie de remise du bac 2019, le MENFOP a remis donc des distinctions aux élèves au rang de commandeurs, chevaliers et officiers, et dans l'ordre du 27 juin, une quarantaine d'enseignants et de chefs d'établissement. Il s'agit d'enseignants et de chefs d'établissement qui se sont particulièrement illustrés par leur performance et lors des évaluations et dont les élèves ont brillé par leur performance lors du bac 2019. Moustapha Mohamed Mahmoud a salué l'engagement des enseignants qui constituent la cheville ouvrière du système éducatif et par conséquent de la réussite de nos élèves. La reconnaissance de leur mérite est un facteur déterminant de la qualité de l'éducation, d'où sa ferme volonté à consacrer le dévouement et le travail patient et méticuleux qui a posé les fondations de la réussite des élèves. Et dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rendu hommage à ces enseignants qui sont des acteurs de premier rang, au même titre que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les chefs d'établissement, dont leurs efforts ont permis la réussite de leurs élèves. On l'écoute. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, en cet instant solennel, de vous présenter au nom de toute la communauté éducative notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites en parrainant cette cérémonie consacrée au mérite et à l'excellence de notre jeunesse. Chers bacheliers, pour vous, cet instant est l'aboutissement de 12 années d'efforts soutenus, de labeur, de longues journées ardentes de travail qui sont enfin couronnés par un diplôme synonyme de reconnaissance d'un savoir-faire. Aujourd'hui, vous avez franchi une étape
mais le chemin qui vous reste à parcourir pour s'ouvrir un avenir radieux est encore lent et parsemé d'embûches. Cette année, au total, c'est plus de 8200 candidats qui se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. Le taux de réussite est de 53% pour nos élèves scolarisés, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Ce résultat fort, élogieux, est bien sûr à mettre au crédit d'énormes efforts consentis tant dans l'amélioration continue des pratiques pédagogiques que de la formation et du suivi encadrement des enseignants sur le terrain, de la culture d'évaluation axée sur leurs résultats, d'une nouvelle dynamique de travail forte et engagée, insufflée bien sûr depuis l'année dernière, du bon esprit d'équipe et de collaboration intelligente entre les acteurs de l'éducation. Si la réussite à un examen passe par l'effort et le travail déployé par l'élève, il n'en demeure pas moins que le mérite de ce succès échoua, certes, d'abord à leurs parents, mais aussi aux enseignants. Et de son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamil a salué le courage, l'abnégation et les efforts des bacheliers qui ont su surmonter le doute et les moments d'extrême fatigue pour réussir avec les meilleures mentions leurs examens. Le Premier ministre a rendu hommage également au MENFOP, mais aussi et surtout au président de la République, puisque les taux de réussite très satisfaisants sont le fruit de ce qui a été récolté durant des années. On l'écoute. C'est naturellement pour moi un très grand honneur d'avoir été convié à parrainer cet événement annuel qui consacre le mérite de nos heureux lauréats. Je me réjouis d'autant plus que cette cérémonie solennelle est à la fois festive, se déroule en ce moment même pour la 4e année consécutive de façon décentralisée dans toutes les régions. Cela démontre que le gouvernement attache une grande importance et respecte la politique de décentralisation initiée par le président de la République. Chers bacheliers, chères bachelières, je laisse donc à vous et à vos camarades des régions mes plus vives félicitations. L'excellent résultat enregistré cette année, tant au niveau du baccalauréat que de l'école d'excellence, signifie concrètement que les graines de l'investissement que le président de la République a sémées dans le secteur de l'éducation ont bien germé et se traduisent en moissons de plus en plus abondantes. Nous lui rendons un hommage appuyé pour sa vision toujours avisée. Vous, jeunes, vous êtes nos meilleurs atouts pour transcender les défis du futur et placer notre pays qui nous est si cher au rang des nations émergentes. Je voudrais au passage vous citer combien notre pays est fier des prestations de nos jeunes entrepreneurs qui se sont hissés à une place honorable lors du concours panafricain de la robotique pour leur capacité d'innovation. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux enseignants et aux pédagogues dévoués qui ont, avec patience, rigueur et engagement, posé les fondations de la réussite de nos élèves que nous célébrons ce matin. En nouvelle nationale, toujours, le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a organisé ce matin au Palais du Peuple, en collaboration avec le PERSGA, un atelier de validation de la stratégie nationale de sensibilisation et d'éducation à l'environnement marin et côtier à Djibouti. La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dine Abdallah Omar, en présence du conseil technique du ministre et du directeur de l'Environnement, du Développement durable, du coordinateur régional du programme de sensibilisation et la communication environnementale du PERSGA.
Le Persiga, comme vous le savez, est une entité intergouvernementale chargée à promouvoir la conservation de l'environnement marin et côtier de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Ses États membres sont la Jordanie, la République de Djibouti, l'Arabie saoudite, le Soudan, la Somalie, l'Égypte et le Yémen. Le rôle principal du Persiga est de coordonner les efforts des États membres sous forme de projets et de programmes dans le domaine de la conservation du milieu marin, dans le but d'assurer une utilisation durable de nos ressources marines. En effet, le Persiga exécute une série de programmes spécialisés dans les différents domaines qui touchent le milieu marin, mais également elle met en œuvre des projets au niveau régional en partenariat avec les organisations internationales compétentes telles que le PNUD, le PNUD, la Banque mondiale et autres. Elle accorde une attention particulière à la sensibilisation et à l'éducation environnementale, comme elle a un parcours de 2 décennies à vulgariser les concepts de l'éducation pour un développement durable dans la région. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dini Abdallah. Avec le soutien du Persiga, le ministère de l'Environnement a élaboré des documents stratégiques tels que le plan de gestion de la zone côtière et le profil côtier. Nous avons aussi entrepris plusieurs programmes militant en faveur de la préservation du milieu marin, notamment le programme de l'éducation, de la communication et de la sensibilisation environnementale. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a initié, au début de cette année 2019, la mise en place d'une stratégie nationale de sensibilisation et d'éducation à l'environnement marin et côtier à Djibouti, en collaboration avec l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. La production de ce document est le fruit de la synergie entre les différentes parties prenantes concernées par cette stratégie, qui ont préparé et rédigé cette stratégie conformément aux directives du programme régional de sensibilisation à l'environnement marin et côtier. La préservation de l'environnement marin constitue un intérêt primordial à l'échelle locale, nationale et régionale pour garantir des besoins des générations actuelles et futures. À ce titre, la préservation et la protection de nos ressources environnementales passent nécessairement par l'éducation, la sensibilisation et la formation qui font toute partie de vos soucis en tant qu'institution publique concernée. 3 années se sont écoulées depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet perpétrée par l'organisation terroriste FETÖ contre le gouvernement turc. Cette nuit-là, 251 personnes sont tombées en martyrs et plus de 2000 personnes ont été blessées. Cette journée a été décrétée par la Turquie journée nationale. C'est dans ce sens que l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, Levent Shinkaya, a organisé une réception à la chancellerie, invitant ainsi les amis de la Turquie comme des associations, des intellectuels et des hommes et femmes d'affaires. Dans une déclaration faite à cette occasion, l'ambassadeur s'est exprimé en ces termes. Le 15 juillet 2016, une tentative de coup d'État pour renverser le gouvernement turc a eu lieu, et cette tentative a été déjouée par le peuple turc avec une résistance collective. Et c'est pour cela que, à la mémoire des martyrs de cette journée, le gouvernement turc a décrété jour de congé national et fête nationale et journée de la démocratie et de l'unité nationale, cette journée de 15 juillet. Et donc, ce coup d'État contre le gouvernement a été planifié par l'organisation terroriste de FETÖ. L'objectif était aussi de capturer le président Erdogan et même de le tuer, mais cette tentative a été déjouée par une résistance collective sans précédent montrée par le peuple turc. Au coût de perdre 251 vies
moi, ambassadeur de Turquie à Djibouti, et Levent Şahin Kaya, sommes réunis avec nos amis djiboutiens et turcs cette journée de 15 juillet pour commémorer la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie, n'est-ce pas, pour sauvegarder la démocratie et la souveraineté et l'unité nationale du pays. Donc cette commémoration a eu lieu à notre ambassade à la chancellerie. Le Palais du Peuple a abrité hier un atelier placé sous l'égide du ministre de la Santé, Mohamed Warsamadiri, relatif à la validation du plan de communication sur la riposte contre le paludisme à Djibouti, organisé par le ministère de la Santé. Cet atelier a réuni les principaux organes de presse et de communication du pays, ainsi que plusieurs départements sectoriels qui donc interviennent dans la lutte contre le paludisme. Par ailleurs, la validation de ce nouveau plan de communication fait donc suite aux recommandations émises par les experts lors de l'adoption du plan national révisé de lutte contre le paludisme. Ce plan de communication s'articule sur plusieurs volets qui durablement s'appuient sur une stratégie de proximité avec les communautés. C'est de parler d'un plan de communication pour la population. En fait, il s'agit d'informer la population sur les risques et les méfaits du paludisme et la façon de s'y prévenir. Et il faut savoir aussi qu'une population qui est bien informée peut prendre son sort entre ses mains et prévenir cette maladie, mais aussi apporter leurs enfants quand s'ils ont une fièvre et essayer de faire en sorte que la réponse est faite en temps opportun. Le paludisme, c'est une réalité, mais avec le concours du ministère de la Santé et d'autres partenaires, on a pu faire baisser le nombre de cas ces dernières semaines. On est content des résultats, mais dans le futur, il faudrait qu'on continue à faire la communication avec la population, qui comprenne de quoi il s'agit quand on parle de paludisme. Et comme ça, lors des prochaines saisons où on attend une augmentation des cas, la population peut en fait être un partenaire pour réduire l'exposition au paludisme à Djibouti. Également dans l'actualité, le Khamsin NNW, à la différence du régime du Sud-Ouest, transporte moins de particules de sable, mais possède donc un état sec, chaud et brûlant. Depuis le 16 juin, la période de Khamsin et de forte chaleur ont bien débuté. Donc il est conseillé de faire attention au risque d'incendie relativement très élevé. Pour les foyers utilisant la cuisinière à pétrole, les risques d'incendie sont à prévoir. Il est conseillé également à la population que lorsque le Khamsin souffle fort, il soulève des poussières et génère des tempêtes de sable qui réduisent la visibilité d'au moins 1 km. Et pour la circulation routière, les conducteurs doivent être vigilants et attentifs au volant. Du sud-ouest du pays, avec un vent avec une vitesse de 30 à 70 km par heure. Ce vent est très chaud et sec. Et aussi augmente la température. La température varie entre 43 degrés à 46 degrés à nos jours. Normalement, le début de juin, on avait des températures de 40 degrés, 41 degrés. Mais depuis le commencement, ça veut dire le 16 juin 2019, les températures ont monté comme une flèche. Ça veut dire, c'est ce que nous, en tant que météorologues, on se demande, c'est le changement climatique, le réchauffement global pousse la température à augmenter. Nous donnons un conseil les gens qui utilisent une cuisinière à kérosène ou bien à gaz, d'être très vigilants. Et puis, aux conducteurs, nous disons aussi, faites attention car la visibilité diminue au fur et à mesure que les vents soufflent fort. Et ça, nous donnons aussi un conseil, les gens, de boire beaucoup d'eau et de rester sous l'ombre. Et comme à l'accoutumée, donc, les gardes-côtes djiboutiens, une force maritime en faveur du peuple, n'a de cesse donc de renforcer leurs moyens et équipements afin de veiller donc constamment à la sécurité maritime. Rappelons que durant l'été, et particulièrement cette période de fortes rafales de vent appelées Khamsin, multiplie donc ses efforts pour la prévention et la sécurité des passagers qui font un aller-retour pour les régions du nord, notamment à Obok et Tadjoura. Force est de constater que la mer est agitée et l'embarcation par boutre commerciale ne se fait plus pour des raisons de
sécurité. Plus d'embarcations pendant ces 3 mois d'été parce que donc il est des risques de la vie des gens est dangereux et les gardes-côtes donc prennent ce risque fort sérieusement. C'est ce qu'explique donc ici le commandant par intérim des gardes-côtes de Djibouti. Des rafales de vent donc avec un état de mer difficile et un marnage important. Les usagers de la mer sont appelés à la plus grande prudence pendant ces mois d'été, raconte donc le comptable de la direction de la pêche, Mohamed Farah Daher. Et donc, toujours en nouvelle du pays, la Commission des droits de l'homme et Caritas Djibouti ont depuis quelques années resserré leurs liens et ouvert une collaboration en vue de promouvoir le droit de l'homme à Djibouti et protéger ceux qui sont victimes de violations des dits droits. Et donc, toujours dans cette optique, un mémorandum d'entente a été élaboré entre les deux parties, donc afin de sceller officiellement cette volonté commune. Cet accord a été volontairement conçu de manière simple et complète, à la fois afin de donner une impulsion à la collaboration dans l'esprit d'ouverture et d'initiative, plutôt que d'imposer un carcan. Il régit notamment des motivations d'un tel partenariat, mais aussi il liste de manière non exhaustive quelques activités à mettre en place entre les deux parties. À l'instar des CDC des régions et de ceux de la capitale, ainsi que sur l'esplanade du complexe du roi Fahad, la jeunesse djiboutienne vibre donc au rythme de la CAN 2019 qui se déroule actuellement en Égypte. Et les 2 demi-finales se sont déroulées donc hier soir, d'une part entre la Tunisie et le Sénégal, et l'Algérie et le Nigeria d'autre part. En haleine donc les amoureux du ballon rond et notamment la population du grand quartier de Djebel qui a bénéficié de nouveaux matériels de projection offerts par le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour diffuser en direct l'intégralité de tous les matchs de cette compétition au grand bonheur des férus du football. En aparté, les habitants n'ont pas manqué de remercier le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil pour avoir doté leur fief de ces matériels de projection dernier cri, un moyen d'unir les jeunes et promouvoir leur épanouissement. Hier soir, la demi-finale qui se sont jouées entre l'équipe de la Tunisie et le Sénégal à 19h heure locale, puis la deuxième demi-finale qui a opposé l'Algérie au Nigeria, donc à 22h, furent des spectacles qui ont sans nul doute suscité, au-delà des acclamations et d'applaudissements nourris d'une jeunesse en liesse, l'engouement de la pratique footballistique. Et page nécrologie, donc pour clore l'actualité nationale, c'est avec une consternation et une profonde tristesse que nous avons appris le décès survenu dans la nuit du 13 juillet à l'hôpital donc de Marseille de feu Mahdi Abdillahi Sougoulé, né le 2 septembre 1963 à Djibouti. Le défunt était un ingénieur en génie civil, donc obtenu à l'école polytechnique de l'université des sciences et techniques d'enseignement supérieur située à Franceville dans la province du Haut-Ogooué au sud-est au Gabon. Titularisé au mois d'août 90, le regretté a gravi les échelons dans le corps de l'équipement et des travaux publics et a également occupé plusieurs postes à responsabilité. En mars 2014, compte tenu de ses qualifications et de ses compétences, le feu Mahdi a été nommé directeur des études de l'agence djiboutienne de route jusqu'en février 2017 pour enfin occuper le poste de conseiller technique et du directeur général de l'ADR. Ses collègues et ses proches retiendront de lui le souvenir d'un homme courtois, consciencieux et humble, dévoué au service de son pays. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. En apprenant ces douloureuses disparitions, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, et l'ensemble du personnel du ministère et de l'ADR présentent leurs condoléances les plus attristées à la veuve, aux enfants, à la famille et aux proches du défunt feu Mahdi Abdillahi Sougoulé. Puisse Allah Azza wa Jal nous ouvrir donc les portes de son paradis céleste. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie également, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris également la disparition de feu Anissa Nasser Gabi, décédé donc hier à Djibouti des suites d'une longue maladie. Née en 1949, la défunte était la tante de notre collègue Maysoun Abdallah Ahmed, animatrice à la chaîne arabe à la radio. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité régionale à présent, la préfecture de la ville de Beledweyne en Somalie a abrité ce matin une grande cérémonie de passation de pouvoir au poste de gouverneur de la ville de Beledweyne, une cérémonie tant attendue par les habitants de la ville de Beledweyne qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. Cette cérémonie hautement symbolique a été présidée par le président fédéral de la région de Hirshabelle, Mohamed Abdi Waré, président du parlement de Hirshabelle, des députés fédéraux, des membres du gouvernement ainsi que des hauts responsables venus de
de loin pour assister à cette cérémonie de passation. Et après les animations, place donc au discours officiel, et c'est ainsi que plusieurs responsables, savoir le président fédéral de la région de Hirshabelle, le président du Parlement ainsi que plusieurs autres responsables se sont succédés donc à la tribune pour trouver et prouver donc leur entière satisfaction du bon déroulement de cette passation, et qui s'est avérée donc ces dernières semaines difficile à concrétiser, mais heureusement grâce à la médiation importante et cruciale, déterminante des hauts responsables djiboutiens militaires qui veillent toujours à la bonne gouvernance de la République fédérale de la Somalie, cette passation s'est avérée possible et s'est déroulée dans de bonnes conditions. Et donc la cérémonie est détachée de la défense de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio. Le colonel Ousmane Doubed Sougoulé donc a tenu un discours où il pointe du doigt son entière satisfaction concernant cette passation. En nouvelles du monde, à présent, après le siège meurtrier d'un hôtel somalien, les vestiges d'un siège d'hôtel meurtrier sont laissés donc samedi dans la ville portière de Kismayo, dans le sud de la Somalie. Des véhicules endommagés et d'autres biens gisent dans les locaux de l'hôtel. Le président de Jubaland, semi-autonome, Ahmed Mohamed Islam, a prononcé une conférence de presse après le siège. 2 ont été tués au combat et un attaquant blessé a été capturé vivant. Le président de la Somalie, l'État de Jubaland, a déclaré que l'un des assaillants avait été capturé vivant, tandis que 3 autres étaient morts. Le groupe islamiste Al-Shabaab, qui tente de renverser le gouvernement central somalien, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Et nucléaire iranien, les Européens appellent à une reprise du dialogue. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, les 3 signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ont appelé ensemble, donc hier, à arrêter l'escalade des tensions et reprendre le dialogue selon un communiqué commun. Pour Paris, Londres et Berlin, les risques sont tels qu'il est nécessaire que toutes les parties prenantes marquent une pause et envisagent les conséquences possibles de leurs actions. L'Iran avait décidé en mai, 1 an après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord international de 2015 visant à limiter son programme nucléaire, de cesser de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. Donald Trump avait ensuite imposé de nouvelles sanctions américaines sur plusieurs secteurs économiques iraniens. Téhéran a annoncé donc lundi 8 juillet produire désormais de l'uranium enrichi à au moins 4,5%, un niveau prohibé. Et enfin, la France va se doter d'un grand commandement de l'espace. Dès samedi, le président français Emmanuel Macron a tenu à rassurer sur le respect de l'effort budgétaire pour la défense. Il a surtout annoncé la création d'un commandement dédié à l'espace à l'occasion de la traditionnelle réception au ministère des Armées à la veille de la parade militaire. Espionnage, brouillage, cyberattaques, armes antisatellites, l'espace est devenu un champ de confrontation entre nations. Et cela alors que les États-Unis ont lancé l'an dernier la création d'une force spatiale, décision du président Trump qui doit encore être approuvée par le Congrès. La Chine et la Russie sont elles aussi engagées depuis plusieurs années dans une course pour la domination de l'espace. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente après-midi sur Télé Djibouti.